Bonsoir tout le monde. Bonsoir Amawa, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Bien, bon, je pense que les autres vont nous rejoindre. Donc on va démarrer. Voilà, donc, alors pour cette session, on va aborder le chapitre 4. Le chapitre 4 qui porte sur ce qu'on appelle l'algorithme divisé pour régner en français. Donc le terme en anglais, c'est divide and conquer. Alors, c'est quoi le concept de cet algorithme? Donc, diviser pour régner ou divide and conquer. Alors, l'objectif de cet algorithme, c'est de diviser, de traiter un gros problème. Pour traiter un gros problème, on doit subdiviser ou plutôt diviser ce gros problème en sous-problèmes. Voilà. Maintenant, les sous-problèmes sont subdivisés à leur tour en d'autres sous-problèmes, jusqu'à obtenir de petits problèmes qui seront résolus. Voilà. Donc, c'est l'objectif de cet algorithme, diviser pour régner. Donc, au départ, on a un gros problème, on subdivise en sous-problèmes. Alors, de fil en aiguille, on subdivise les sous-problèmes, donc de sorte à obtenir un problème, ou bien un petit problème, ou bien de petits problèmes qui seront résolus. Maintenant, les résultats obtenus, bien les résultats issus des résolutions des petits problèmes sont combinés jusqu'à obtenir le résultat correspondant au gros problème. Voilà, donc les problèmes sont résolus. Donc, une fois que les problèmes sont résolus, les résultats obtenus sont combinés de manière récursive jusqu'à obtenir le résultat final qui va correspondre au gros problème. Donc, quand on parle de gros problème, c'est un problème de grande taille, ou bien quand on traite de grandes données. Donc, vous qui faites Big Data, donc quand vous traitez de grosses données, ici vous subdivisez votre grosse donnée, ou bien vos données de grosse taille, donc en sous-données, ou bien en des données de taille moyenne. Ensuite, ces données de taille moyenne sont subdivisées en données de petite taille, etc. Jusqu'à ce qu'on obtienne des données qui peuvent être exécutées de manière indépendante. Ensuite, les résultats obtenus sont combinés au fur et à mesure et de manière récursive jusqu'à obtenir le résultat correspondant au traitement de la donnée initiale ou bien de la donnée de grosse taille. Donc le concept c'est un peu ça. Alors, donc pour illustrer ce concept, je vais vous présenter cette on est en mode diapositive. Alors pour illustrer ce comment on appelle, pour illustrer cet algorithme, donc là vous avez le gros problème ou bien le problème de grosse taille au départ. Donc là vous avez divide, d'accord, le divide ou diviser quoi. Donc on divise le gros problème en sous-problème. Donc au départ le gros problème est subdivisé en deux sous-problèmes. Maintenant chaque sous-problème est subdivisé en petits problèmes. Voilà, chaque sous-problème est subdivisé en petits problèmes. Maintenant, ce sont ces petits problèmes qui seront exécutés. Donc, c'est le terme conquer. Donc, quand on dit divide and conquer, donc divide, c'est la division, pour la répartition. Ensuite, on a conquer, qui veut dire le traitement. Donc là, il y a un traitement qui est fait sur le petit problème, ou bien le problème de petite taille. S'il y a un traitement qui est fait, voilà. Maintenant, ces sous-problèmes sont traités de manière indépendante.
Donc, dans le cadre de la programmation parallèle, là, on pourra dire que les petits problèmes sont traités par les différents cœurs. D'accord? Voilà. Et à ce niveau, puisque ces petits problèmes sont traités de manière indépendante par les différents cœurs, donc on a un traitement parallèle. Maintenant, le résultat ici, donc à l'issue qu'on appelle du traitement des petits problèmes, on a une. Bon, quand on dit petite solution, il faut comprendre que c'est la solution correspondant à ce problème de petite taille. D'accord? Donc, quand je mets petite solution, ben, il faut comprendre que c'est la solution correspondant à la résolution du problème de petite taille. D'accord? Donc, pour chaque petit problème, on a une petite solution. OK? Voilà. Donc, là aussi, les petites solutions sont combinées. Donc, vous avez combine, d'accord, combiné ou fusionné pour obtenir une sous-solution. Donc, cette sous-solution va correspondre à ce sous-problème. Donc, ici, vous avez les petites solutions ou bien les solutions de petite taille qui sont combinées pour avoir des solutions de taille moyenne. Ensuite, ces solutions de taille moyenne sont combinées pour avoir la grosse solution ou bien la solution correspondant au problème de grande taille. Donc, voilà un peu illustré. Alors là, vous verrez comment on appelle, vous verrez que on subdivise en deux. Vous pouvez avoir des situations où au lieu d'avoir deux sous-problèmes, ici on a des branches on a 3 branches, d'accord, ou bien 4 branches, etc. Donc là, j'ai donné l'exemple le plus simple, l'illustration la plus simple. Voilà, donc est-ce que vous saisissez jusqu'ici? Donc, pas de questions jusqu'ici. C'est bon, très bien. Ok, on poursuit. Alors là, je vous présente comment on appelle, un pseudo. En fait, c'est un pseudo-algorithme. D'accord? Donc, l'idée, c'est, on dit que tant que P n'est pas petit, alors diviser P. Donc, tant que P n'est pas petit, alors diviser P. Donc, là, vous voyez, quand je parle de P, c'est le gros problème. D'accord? Ici, le gros problème, c'est gros, c'est pas petit. Donc, on divise, on obtient des sous-problèmes. Donc, on conseille que ces sous-problèmes ne sont pas encore petits. On divise jusqu'à obtenir de petits problèmes. D'accord? Donc, quand je mets tant que P n'est pas petit, alors diviser P. Donc, c'est la récursivité, quoi. Donc, on divise de manière récursive ou bien on traite de manière récursive. D'accord? Donc, la donnée P est scindée en des données de petite taille. Donc, si P est petit, alors résoudre P. Donc, si P est petit, alors résoudre P. Donc, ça correspond ici. Dès qu'on a de petits problèmes, on a la résolution. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On combine les solutions jusqu'à obtenir la solution de P. D'accord? Donc, ce sont les différentes combinaisons qu'on a faites pour avoir la solution initiale. Alors, cela étant, je vais vous présenter ici. Alors, pour cet algorithme, on va utiliser un outil de haut niveau, ou bien un compilateur paralléliseur. Voilà, donc, dans le traitement parallèle des boucles forts, donc nous, ce qu'on avait fait, ce qu'on appelle la programmation parallèle manuelle, la programmation parallèle à la main. Donc, ce qu'on avait fait avec le cas de calcul de pi. Donc, ici, pour les algorithmes de type récursif, on va utiliser un compilateur qui est un outil de haut niveau qui nous permet de paralléliser les applications de récursives basées sur la stratégie divisée pour régner. En tout cas, dans le cadre de Java.
D'accord? Donc, ceci va vous permettre de comprendre comment fonctionne la programmation parallèle manuelle, mais également aussi comment fonctionne la programmation parallèle en s'appuyant sur des outils de haut niveau, comme les compilateurs paralléliseurs. D'accord? Alors, ici, l'outil qu'on va utiliser s'appelle FJComp. Donc, FJComp, c'est un compilateur paralléliseur, source à source, qui traite les algorithmes de type divisé pour régner. Voilà, donc, disons, ce compilateur a été implémenté par moi-même, donc dans le cadre de ma thèse de doctorat. Donc, j'ai pu implémenter ce compilateur donc, qui traite des applications récursives, donc pour paralléliser des applications récursives basées sur la stratégie diviser pour régner. Donc, on aurait pu aborder ce sujet en faisant la programmation manuelle, d'accord, mais j'ai pris le choix d'utiliser un compilateur. Donc, on pouvait aussi utiliser un compilateur paralléliseur pour le traitement des boucles forts. Alors, je vous avais dit qu'il y avait un outil qui s'appelle OpenMP. Donc, OpenMP, c'est un standard qui est reconnu, hein, donc, qui est utilisé dans les industries. Mais sauf que OpenMP est utilisé avec le langage C et le langage Fortran. Donc, dans le cadre de Java, on n'a pas de compilateur standard. Donc, il n'y a pas de compilateur standard. Donc, qui fait ce que OpenMP a fait. Donc, tous les compilateurs ou bien les outils, c'est juste des essais ou des tentatives que font les chercheurs. Voilà, donc moi j'ai pu apporter ma contribution donc, en concevant et en implémentant ce compilateur paralléliseur. Donc, tu vas prendre en entrée un code source et va générer un code source. Donc, mais ce code source qui sera généré, ce sera un code parallèle. Donc, et là, vous verrez que c'est beaucoup plus simple d'utiliser le compilateur paralléliseur. Alors, ce compilateur s'appuie sur ce qu'on appelle le framework for join. Donc, le framework for join, c'est un framework qui est implémenté par, comment on appelle, par Douglea, donc implémenté par Douglea, et qui s'appuie sur un certain nombre de fondamentaux. D'accord, donc sur le process, voilà, là, le framework for join de Java, conçu et développé par Douglea en 2000. D'accord. Donc au départ, c'était un package à importer. Donc ce framework est introduit à partir de la version 7 de Java. Donc à partir de la version 7 de Java, ce framework est intégré dans la JDK de Java. Donc ce framework contient des tâches de type fork-join. Parce que nous, si vous vous souvenez, quand on crée des threads, on crée des tâches de type renable. D'accord. Mais ici, pour le framework fork-join, c'est des tâches de type fork-join. Bon, parce que ce framework s'appuie sur ce qu'on appelle le thread pool. D'accord. Le thread pool, c'est un pool de thread. Donc, il utilise des tâches de type fork-join. D'accord. Alors, l'avantage de ce thread pool, c'est que ce pool de thread est maintenu. Donc, est maintenu de sorte que toutes les tâches qui viennent sont exécutées, ou bien toutes les tâches qui sont, qu'on appelle, dans la file d'attente sont exécutées. Même si les tâches terminent, c'est, comment on appelle, c'est thread pool, ou bien, vont rester en attente passive. Donc, le temps d'obtenir d'autres tâches pour les exécuter. Alors que pour les threads simples, une fois que l'exécution de la tâche est terminée, ce thread va en mode terminé. Donc du coup, quand on utilise les threads simples, on est obligé à chaque fois de créer de nouveaux threads. Donc à chaque fois qu'il y a une tâche, il faut créer un nouveau thread. Maintenant, dans le cadre des applications récursives où il y a énormément de tâches, d'accord, énormément de tâches qui sont créées, donc on ne peut pas à chaque fois qu'on crée une tâche, créer à côté un thread. Parce que vous conviendrez avec moi que les threads sont très coûteux en termes de création, en termes de maintenance, bien en termes d'appel système, en termes de gestion. Donc ces threads sont coûteux. Donc le thread pool quand même présente beaucoup d'avantages. Maintenant, ce framework s'appuie sur ça. Donc ce framework aussi a ce qu'on appelle une file d'attente à double entrée. Donc une file d'attente à double entrée, donc ce qu'on appelle le DQI. Donc
donc que à double entrée, donc où chaque thread, parce que chaque thread ici va disposer de sa propre file d'attente. Maintenant, au niveau de l'entête de la queue, c'est là que c'est comme si vous avez une pile à double entrée. Donc au niveau de l'entrée, ou bien au niveau de l'entête de la file, donc c'est là que le thread récupère les tâches pour les exécuter. D'accord. Maintenant, au niveau de la queue de la file d'attente, les autres threads qui ont besoin, qui ont terminé leur file d'attente, vont aller, en fait, pour récupérer des tâches qui appartiennent à d'autres threads, ce qu'on appelle la stratégie de vol de travail, vont aller au niveau de la queue pour récupérer. Donc ça permet d'éviter les embouteillages. Et ça permet d'éviter le blocage du thread. Parce que le thread, lui, exclusivement le thread à qui appartient la file, va exclusivement avoir accès à l'entête de la file d'attente. Maintenant, les autres threads qui ont besoin des tâches de ce thread appartenant à ce thread vont récupérer ces tâches au niveau de la queue. Donc, ce qu'on appelle la stratégie vol de travail. Donc, le principe de la stratégie vol de travail, c'est, je vous donne un exemple, quand moi je vous donne des tâches, d'accord? Donc, chacun va exécuter ses différentes tâches. Maintenant, chacun va exécuter, mais avec son rythme. Donc, vous verrez que d'aucuns sont plus rapides que d'autres. Donc, ceux qui sont plus rapides vont très rapidement terminer leurs tâches. D'accord? Voilà. Quand ils auront terminé leurs tâches, au lieu d'attendre et à ne rien faire, ils vont essayer d'aller voler d'autres tâches. En fait, le terme voler, ce n'est pas péjoratif ici. On va voler ou bien aller au secours de son prochain. D'accord? Parce qu'on sait que son voisin a du mal à terminer son travail, on va aller lui prendre quelques tâches. Donc ça va permettre quand même, c'est genre esprit de solidarité et qui va permettre à terme d'exécuter très rapidement le travail. Donc le principe du vol de travail, c'est un peu ça, quoi. D'accord? Donc c'est une forme de communication ou de coopération entre les différents threads. Et ça permet d'obtenir des gains de performance. Alors, sur ce slide, je vais faire un peu une petite simulation pour vous montrer comment fonctionne un peu le principe de vol de travail. D'accord? Ou bien, un peu le principe de fonctionnement du framework ForkJoin. Et derrière aussi, à l'intérieur, vous verrez aussi comment fonctionne le vol de travail, la stratégie de vol de travail. Alors là, vous avez en mémoire les différentes tâches qui sont chargées en mémoire. D'accord? Donc ces tâches sont réparties par le cœur 1. D'accord? Donc sont réparties en deux queues, la queue 1 et la queue 2. Donc la queue 1 est gérée par le cœur 1. Donc il y aura un thread qui va s'exécuter à ce niveau. La queue 2 est gérée par le cœur 2, où il y aura aussi un thread qui va s'exécuter à ce niveau. D'accord? Donc là, vous voyez la file d'attente. Donc là, vous avez le head ou bien l'entête de la file d'attente. Là, vous avez la queue. Donc pour cette queue aussi, pour cette file d'attente, vous avez l'entête ici. Et vous avez la queue de la file d'attente. D'accord? Une fois qu'ils ont fini, ils vont faire ce qu'on appelle la combinaison ou le joint, quoi. Donc, ils vont faire la combinaison des résultats pour obtenir le résultat final. C'est un peu comme ce que j'avais expliqué dans le schéma précédent. Donc si on démarre, là on voit que les différentes tâches sont réparties entre les deux différentes queues. D'accord? Maintenant, l'exécution parallèle peut démarrer. Voilà. Donc on voit que 1 s'exécute plus rapidement. Donc Q1 a terminé, donc il va aller récupérer T12. Donc T12 était à ce niveau. Donc puisque Q1 a terminé et que Q2 n'a pas encore terminé, donc Q1 va aller, ou bien le thread se trouvant au niveau du cœur 1, va aller récupérer une tâche ici pour l'exécuter.
D'accord, donc je reprends la simulation. Donc, vous voyez, donc on charge les différentes tâches au niveau des différentes queues. Voilà, donc là, l'exécution parallèle démarre. Donc là, vous voyez que parallèlement les deux cœurs s'exécutent. Voilà. Et là, vous voyez T12, suivez bien, vous voyez T12. Donc T12 a été volé par le cœur 1 pour terminer l'exécution. Donc, vous voyez le principe. Donc, on charge les tâches au niveau des queues. Les tâches sont chargées. Ensuite, l'exécution parallèle démarre. T3 s'exécute. Donc, parce qu'ici, les tâches au niveau de la queue 1 s'exécutent plus rapidement. Voilà, donc T12 stop. Voilà, sur T11 continue. Donc, maintenant, dans le cas réel, vous verrez qu'il y aura beaucoup de vols de travail. Hein. Bon, parce que ici, c'est un exemple, j'ai juste pris une tâche qui est volée. Mais dans l'implémentation réelle, vous verrez qu'il y aura beaucoup de vols de travail en fonction bien sûr du type d'algorithme. Donc, quand il y a quand soit les tâches, les tailles des tâches ne sont pas les mêmes, donc, ou bien, soit il y a une différence en termes de vitesse d'exécution entre les différents threads. Voilà. Mais l'idée quand même, c'est permettre d'avoir ce qu'on appelle l'équilibrage des charges. Donc, voilà, c'est un peu l'idée qui est derrière, quoi. Donc, c'est quoi la syntaxe du compilateur FJComp? Donc, la syntaxe, c'est ça. C'est simple, c'est pas compliqué. Donc, là, vous avez des commentaires. Donc, vous avez des commentaires task queue. Donc, vous avez, ça, c'est des clauses. Ça, c'est ce qu'on appelle une directive, quoi. Donc, j'ai mis entre crochets pour dire que c'est optionnel. D'accord? Donc, vous voyez la région parallèle. Donc, je vous avais dit à l'entame du cours que pour faire la programmation parallèle, la première chose à faire, c'est identifier la région parallèle. D'accord? Donc, ici, puisqu'il s'agit de méthodes récursives, donc voilà. Donc, de toute façon, on verra à quoi correspond la région parallèle pour les méthodes récursives. Donc, une fois qu'on a identifié, on insère le commentaire task queue. Ensuite, dans la clause, on peut, si on veut, on peut fixer ou bien définir le nombre de threads qui sera utilisé. D'accord? N thread, ça c'est la syntaxe. N thread égale, int, on va mettre un nombre. Par exemple, quand je mets N thread égale 4, ça veut dire que le programme parallèle va s'exécuter avec 4 threads. Donc, quand moi j'ai 4 cœurs, donc mes 4 cœurs seront utilisés. Quand j'ai 8 cœurs, je peux mettre N thread égale 8. Donc, du coup, mes 8 cœurs seront sollicités. Donc, là, vous avez une expression, if threshold expression. Donc, threshold, c'est un peu le seuil. Donc, threshold, c'est pour dire à partir de, parce que puisqu'on divise une donnée de grande taille en des données de taille moyenne, ensuite les données de taille moyenne sont subdivisées en données de petite taille. Donc là, ici, on définit la taille minimale. D'accord? Par exemple, quand je subdivise 1 million, donc au départ, on subdivise par dizaines de milliers, on subdivise ensuite par milliers, ensuite on subdivise par centaines. Là, je dis que je fixe ma taille minimale à 100. Donc, dès que j'atteins une taille qui est supérieure, qui est égale à 100 ou bien inférieure ou égale à 100, automatiquement, je peux exécuter cette tâche. Puisque le seuil que j'ai défini, donc j'ai dit if n inférieur ou égal à 100. Donc, dès que la tâche atteint à une petite taille, donc je n'ai plus besoin de subdiviser cette petite taille parce qu'elle est déjà petite. Donc là, à partir du moment où je peux l'exécuter. Donc c'est tout le sens de cette expression, if threshold expression. Donc max depth, c'est la profondeur de récursion. Donc soit on peut utiliser cette expression ou bien cette expression. Donc, mais on ne peut pas utiliser les deux. D'accord? Donc la profondeur de récursion, donc max depth, par exemple, je dis ici, par exemple, la profondeur de récursion. Donc là, je suis au niveau 0, niveau 1, niveau 2. Donc j'aurais pu aussi subdiviser ces petits problèmes en d'autres petits problèmes. Hein. Donc ici, le niveau 0,
ou bien niveau 1, niveau 2. Donc quand je dis max dep égale 2, ça veut dire que le gros problème est subdivisé en sous-problèmes. Donc je m'arrête ici et je traite des sous-problèmes. Quand je dis le max dep égale à 2, donc je m'arrête ici. D'accord, dans la subdivision, quoi, je m'arrête ici. Une fois que je m'arrête ici, je commence l'exécution, d'accord, de chaque petit problème. Donc c'est tout le sens de max dep. Alors que pour threshold, je compare, est-ce que petit problème en termes de taille, par exemple, là, est-ce que petit problème est inférieur à 100? Donc si petit problème est inférieur à 100, je dis que c'est bon. Je n'ai plus besoin de subdiviser, je l'exécute directement. Ici, je viens, je vois, est-ce que petit problème est inférieur à 100? Si tel est le cas, je l'exécute. Si petit problème est supérieur à 100, je peux le subdiviser à nouveau. D'accord? Donc, et ces paramètres sont fondamentaux quand même, parce que ces paramètres impactent directement les performances de l'exécution du programme. D'accord? Voilà, donc là, vous avez nthread int qui nous renseigne sur le nombre de processeurs. Si la valeur n'est pas précisée, et je rappelle que vous avez la possibilité de ne pas préciser nthread, puisque ici c'est en option. Donc si ce n'est pas précisé, le système va récupérer le nombre de cœurs de la machine cible. D'accord? Donc si ce n'est pas précisé, si moi j'ai 8 cœurs, durant l'exécution, les 8 cœurs seront sollicités. Si j'ai 16 cœurs, durant l'exécution, les 16 cœurs seront sollicités. Alors pour l'expression if threshold expression, donc ce paramètre est essentiel et influe fortement la performance du programme parallèle. Bon, c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure. De toute façon, on verra avec les exemples. Ce sera plus parlant, quoi. Alors, de même pour max départ, donc comme j'avais dit tantôt, soit on utilise celui-là ou bien on utilise celui-là, mais on ne peut pas utiliser les deux. Donc, parce que tous les deux, c'est deux paramètres de performance. Donc ce paramètre est essentiel et influe fortement la performance du programme parallèle. Sa valeur par défaut est égale à 1. Donc ici, si on ne précise pas, en fait, si on ne précise ni if threshold, ni max depth, donc c'est max depth qui est considéré. Et la valeur par défaut, c'est 1. D'accord, donc max depth, c'est le maximum de profondeur, quoi. Depth, c'est profondeur. Alors, il y a aussi d'autres. Ici, il y a la directive task queue. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la directive task. D'accord, / task. Donc, task va identifier les méthodes appelées. Donc, quand on parle de méthode récursive, parce que vous avez la méthode qui est déclarée, et à l'intérieur, vous avez cette même méthode qui est appelée. D'accord, donc les méthodes qui sont appelées à l'intérieur de la méthode récursive, donc sont identifiées par task. Voilà, donc de manière simple, la syntaxe n'est pas compliquée. Voilà, donc une fois qu'on maîtrise la syntaxe, on peut utiliser le compilateur pour pouvoir générer un code parallèle. Donc ici, je prends un exemple de Fibonacci. Donc l'algorithme ou le programme de Fibonacci. D'accord? Donc Fibonacci, c'est public long Fibonacci int n, prend un paramètre n. Donc si n égale à 0, Fibonacci va retourner 0. Si n égale à 1, Fibonacci va retourner 1. D'accord? Ensuite, on déclare deux variables x, y. Donc x va récupérer Fibonacci de n-1. Y va récupérer Fibonacci de n-2. Ensuite, on va retourner x plus y. Donc déjà, vous avez la fonction Fibonacci, donc, qui est déclarée ici. Vous avez Fibonacci qui est appelé. Donc là, on peut dire carrément que c'est une fonction récursive. D'accord? C'est une fonction récursive. Et là, vous voyez qu'aussi, ça subdivise la donnée n. Vous voyez, au départ, le gros problème, c'est n. Les sous-problèmes ici, c'est n-1 et n-2. D'accord? On avait un gros problème de taille n, qu'on subdivise en taille n-1 et n-2. D'accord? Ensuite, on fait la combinaison. D'accord? On fait la combinaison des résultats de n-1 et de n-2. Et ça, on l'applique de manière récursive. D'accord? Ici,
comme j'avais dit, hein, ce qui arrête un peu la subdivision, c'est le paramètre maxdep ou if threshold. Mais ici, dans l'exemple, on a pris maxdep égal à 4. Donc, une fois qu'on a atteint une profondeur de niveau 4, on arrête la subdivision et on se consacre à l'exécution des différentes tâches. D'accord. Ici, on a pris n thread égal à 4. Donc, ça veut dire que une fois que notre programme parallèle sera généré, ce programme parallèle va s'exécuter sur 4 processeurs. Donc, là, vous voyez la syntaxe. Et on définit un bloc. Donc, et vous voyez les tasks. Donc, les tasks nous renseignent un peu sur la méthode qui est appelée. Là, c'est la méthode qui est déclarée, Fibonacci. Et cette même méthode est appelée. D'où la notion même de récursion. Donc, il faut identifier. Donc, parce que là, il faut le faire. C'est un effort à faire. Identifier les méthodes récursives qui sont appelées. Donc, c'est task et task. Donc, aussi simple que ça. Donc, la puissance des compilateurs, c'est ça. Parce que, de toute façon, vous verrez dans l'exemple, ou bien dans l'implémentation, vous verrez, quand on va générer, vous allez comparer le code séquentiel et le code parallèle. Et derrière l'effort que vous aurez dû faire, si vous programmiez de manière manuelle, hein, comme on a fait avec les boucles forts. Là, vraiment, ça cache la complexité et ça nous rend la vie beaucoup plus facile. D'accord. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Questions? J'espère que ce n'est pas l'effet du ramadan. Ce n'est pas évident à cette heure-ci. Surtout les alpulaar. Je ne sais pas s'il y a des alpulaar là. On a seen xel ci ndogu mi la nekk. Hein? Les Peuls, oui, moom kay j'imagine moom ñoo ngi imaginer ndogu bi quoi. Au lieu de se concentrer sur le... Bon, mais est-ce que c'est clair jusqu'ici? C'est bon, d'accord, on poursuit. Alors, on va faire après une étude de cas, on va traiter le cas de Fibonacci, quicksort, merge sort, ce qu'on appelle l'algorithme de Strassen matrix multiplication, ou bien l'algorithme de zéro. Parce que vous avez, pour la multiplication de matrice, il y a plusieurs algorithmes. Donc, il y a l'algorithme itératif, où vous utilisez les 3 boucles, d'accord? Et il y a l'algorithme Strassen. Donc, Strassen, c'est celui qui a conçu cet algorithme, mais il va se baser sur le principe de diviser pour régler. Donc, on va utiliser ça en termes d'implémentation pour voir comment ça fonctionne. Alors, pour chacun de ces cas, qu'est-ce qu'on fait? On va générer, dans un premier temps, on va générer le programme parallèle en utilisant le compilateur. D'accord? Donc, une fois qu'on a généré le code parallèle, donc, parce que je vous ai dit que le compilateur FGCOM est un compilateur de type source à source. D'accord? Il va générer un code source qui est parallèle. Maintenant, ce code source parallèle sera exécuté. Donc, en définissant les différents paramètres, on va jouer un peu sur les paramètres de performance pour voir. Hein. Donc là, ça permettra de mesurer un peu l'impact de ces paramètres de performance, comme le threshold, donc pour définir le seuil, ou bien le maxdep. Après, on peut calculer l'accélération de parallélisme. Donc, voilà, une fois qu'on a la performance du programme parallèle. Alors, comment ça fonctionne? C'est quoi le processus de génération? Au départ, on a... Bon, j'ai pris ici Fibonacci. Bon, je vais prendre merge. C'est juste un illustratif. Quoi. On a Fibonacci.fj. Alors, le compilateur, il reçoit en entrée un fichier de type .fj. Donc, fj comme fork join. D'accord? Donc, au départ, on a Fibonacci.fj. Donc, du coup, ici le Fibonacci,
sera Fibonacci.fj, hein, parce que voilà, on a inséré un peu les directives de compilation de FJComp. D'accord? Donc ce ne sera pas .java, mais .fj. Alors, une fois que le FJComp a fini de faire le traitement de Fibonacci.fj, il va générer un Fibonacci.java. Il va générer un code source. Maintenant, ce Fibonacci.java, ce sera le programme parallèle. D'accord? Le code parallèle. Donc, une fois qu'on a Fibonacci.java, le reste, bon, c'est simple. Hein? Donc, on compile le FJComp. Plutôt, on compile le Fibonacci.java avec la commande javac. Ou bien, si vous avez votre éditeur, bon, vous pouvez compiler avec l'éditeur. Ou bien, si c'est un mode libre de commande, vous utilisez javac pour compiler. Donc, une fois qu'on a compilé, on a Fibonacci.class. D'accord? Donc, Fibonacci.class. Et on l'exécute avec la commande Java. Donc, la commande Java va exécuter Fibonacci.class et une fois qu'il l'exécute, le programme parallèle tourne. L'exécution démarre. Et là, on pourra apprécier la performance en termes de temps d'exécution. Vérifier aussi la cohérence séquentielle. Parce que n'oubliez, gardez toujours à l'esprit que quand on exécute un code parallèle, il faut assurer bien garantir la cohérence séquentielle et obtenir de bonnes performances. Donc, voilà, c'est ça le process, c'est assez simple. Voilà, donc tout ça, vous comprenez, à partir de quand on compile, on exécute ça, vous savez. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est un peu ça. D'accord? Donc, Fibonacci.fj, qui est traité par le compilateur FJComp. Oui. C'est pas un langage, c'est. En fait, j'ai choisi cette extension comme ça, .fj. Donc, juste en référence au compilateur qui s'appelle FormJoin. Donc, j'ai mis .fj. J'aurais pu mettre .z2, .w, whatever. C'est juste un choix. Voilà, c'est juste un choix, quoi. Bon, ça permet, c'est comme les points Java. Point Java, ils auraient pu mettre d'autres extensions. Point C, ils auraient pu mettre d'autres extensions. C'est un choix qui est fait par l'éditeur, quoi. Donc, voilà. Vous, quand vous concevez votre, qu'on appelle compilateur, vous pouvez définir le type de. J'aurais même pu ne pas mettre une extension. Mais quand on met une extension, ça permet de donner une identité, quoi. Vous avez compris? Voilà, ok. Alors, ici, je décris la procédure pour générer le programme parallèle à partir du compilateur. D'accord? Dans un premier temps, on va supposer qu'on a, bon, là je prends l'exemple de Fibonacci, hein, qu'on a Fibonacci.fj qui se trouve dans ces programmes. D'accord? Bon. C'est un exemple comme ça, donc ça aurait pu se trouver dans ces Mamawa, etc., ou bien Medoc, etc. Supposons que le package du compilateur dénommé, donc compiler.fjcomp.jar. Donc ça c'est le programme du compilateur. Donc, le compilateur en soi, c'est celui-là, quoi. Donc, compiler.fjcomp.jar. Donc, supposons que compiler.fjcomp.jar se trouve dans ces tours. D'accord? Alors, pour compiler Fibonacci.fj avec FJComp, nous exécutons la commande suivante. Donc, là, je vous avais dit que le programme se trouve dans ces programmes. Donc, là, on se met au niveau de ces programmes. Si vous utilisez Windows, vous mettez CD, Programs. D'accord? Bon, si vous utilisez Linux aussi, vous mettez CD, vous placez sur le chemin ou bien là. Donc, voilà. Donc, ça, l'exemple que j'ai pris parce que c'est Windows, mais avec Linux, c'est pareil. Hein? Donc, vous identifiez votre dossier, où va se trouver Fibonacci. Ensuite, vous placez sur ce dossier, ou bien dans ce dossier. Donc, une fois vous êtes placé dans ce dossier, donc vous lancez la commande Java -cp class path. Donc c'est tout. Donc c'est tout. Donc là vous allez pointer sur le compilateur. Donc compiler.fjcomp.jar.
D'accord? Point classe path, c'est tool, compiler, point fgcomp, point genre. Maintenant, dans ce compilateur, il y a une classe principale qui s'appelle fgcomp. Donc, il faut l'appeler. Donc, on met fgcomp compiler, point fgcomp. Ensuite, on met Fibonacci.fj. Parce que Fibonacci, quand je mets point, c'est le répertoire courant. Donc, le répertoire courant, c'est programme. Puisque j'avais dit que Fibonacci.fj se trouve dans ces programmes, c'est la raison pour laquelle j'ai mis point anti-slash Fibonacci.fj. Donc, si c'est Linux, vous pouvez mettre point slash. Voilà. Donc, là, c'est le programme Fibonacci qui est là, qui se trouve dans ces programmes. Là, vous avez le compilateur lui-même qui est là, qui se trouve dans ces tools. D'accord? Maintenant, ce compilateur, pour l'exécuter, il y a une classe principale. Donc, cette classe principale s'appelle fgcomp. Donc, ça, c'est un peu le package. Voilà, c'est un peu la syntaxe. Hein? Donc, c'est pas compliqué. Donc, c'est pas compliqué. C'est la syntaxe pour générer le code parallèle. Alors, une fois qu'on lance cette exécution, un fichier dénommé Fibonacci.java est généré. Donc, je vous avais dit, donc, quand on passe d'ici à ici, on a Fibonacci.java. D'accord? Donc, ce fichier contient le code du programme parallèle de Fibonacci. Est-ce que c'est clair? Très bien. On va poursuivre. Alors, une fois qu'on a généré, donc je vous avais dit, donc après l'étape de la génération, on est ici. Donc, une fois qu'on a généré, qu'est-ce qu'on fait? On va exécuter. Bon, ça, vous maîtrisez, hein? Ça, c'est pas nouveau. Donc, je ne vais pas trop insister. Donc, procédure pour exécuter le programme parallèle généré. Donc, du moment que c'est certes un programme parallèle, mais c'est un point Java. Et là, vous maîtrisez. Hein? Donc, quand vous avez un point Java, vous savez comment compiler, comment exécuter. D'accord. Bon, sauf qu'ici, on peut peut-être en référence faire appel disons, au compilateur en mettant Java C-CP parce qu'il peut se trouver qu'il y ait une dépendance dans le code. Une dépendance entre le code généré et le compilateur. Donc, ça, c'est pour être vraiment sûr, quoi. Ben, on n'est pas peut-être obligé hein, de mettre ça. On pouvait juste mettre Java C, Fibonacci. Et ça ne gêne pas de rajouter, quoi, parce qu'il peut arriver une situation qui a fait des dépendances. Quoi. Donc là, c'est pour compiler le Fibonacci.java. Maintenant, après ici, ce qu'il faut comprendre, en fonction des versions de la runtime dont on dispose. Donc si on a une runtime qui est supérieure ou égale à 7, c'est-à-dire à partir de la version 7, donc pour exécuter, là, on a compilé. Maintenant, ça, c'est l'exécution. Donc on met Java C-CP. Donc on fait appel au compilateur. Ensuite, on donne aussi la référence ou bien l'emplacement du remplacement de Fibonacci, c'est ces programmes. Ensuite, on fait appel à Fibonacci. Donc, quand on met Fibonacci, c'est Fibonacci.class. Hein. Par défaut, on ne met pas .class, mais c'est Fibonacci.class. D'accord? Donc là, vous avez l'interpréteur. Là, vous avez le .class. Maintenant, si on a une version qui est égale à Java 5 ou Java 6, bon, là, moi, je considère que présentement, vous avez toutes des versions qui sont largement supérieures à 5 ou 6. D'accord? Donc, si vous avez 5 ou 6 par hasard, donc c'est cette syntaxe qu'il faut utiliser. Donc, ce qui s'ajoute, c'est un peu moins x boot class / p, voilà, ça qui s'ajoute, quoi. Maintenant, le reste, c'est la même chose, quoi. Mais bon, Java 5, Java 6, bon, pratiquement, on n'utilise plus, quoi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est plus ici. Voilà, Java, -cp, c'est tools. On fait référence à l'emplacement ou bien au compilateur. Ensuite, le fichier classe à exécuter. Oui.
L'option, ouais, l'option, moi, ça dit ici quand, parce que normalement, Java, on pouvait mettre directement Java, Fibonacci.java. Mais ici, puisque Fibonacci.java a été généré par le compilateur, compiler.fjcont.jar, on peut se trouver dans des situations où on a des fonctions ou bien des API qui vont dépendre du compilateur, quoi. D'accord? Alors, Fibonacci.java est généré par compiler.fjcom.jar. D'accord? Voilà, il peut y arriver c'est pas, parce que là, on pouvait mettre sans le moins CP et tout, mais c'est vraiment pour faire être prudent, quoi. Donc, il peut y avoir des dépendants des API ou bien, je sais pas, quelque chose comme ça. Des API voilà, qui ont besoin, ou bien des dépendances qui se trouvent dans le compilateur. C'est juste ça. Juste par mesure de prudence, quoi. Vous avez compris? Ok. Voilà. Donc, sur ce, je termine la présentation. Bon, on va implémenter, passer à la pratique pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc, s'il n'y a pas de questions sur. Donc, le concept, vous comprenez, divisé pour régner. Donc, un problème entier, ou bien un gros problème, ou bien un big data, vous divisez en data de taille moyenne, ainsi de suite, etc. Donc, ça, c'est des vieux principes, hein, ou bien de vieilles stratégies qui d'ailleurs sont utilisées dans la stratégie de guerre. Parce que dans la stratégie de guerre, c'est utilisé. Donc, on divise pour régner. Quand on n'attaque pas le bloc, mais on essaie de diviser le bloc. Ensuite, une fois qu'on a divisé le bloc en sous-petits blocs, une fois qu'on a isolé certains éléments, on va les attaquer et les éliminer aisément. Donc, c'est ce même principe, quoi. D'accord. Voilà. Donc, je vais lancer mon éditeur. Alors, on avait dit Quicksort. On va commencer par Fibonacci, c'est plus simple. Alors là, vous avez le programme de Fibonacci. Donc, c'est un programme assez simple. Hein? D'accord? Point Java. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On met ici, parce qu'au départ, je vais enlever ça pour que vous voyez. Voilà, le code, en fait, le programme séquentiel de Fibonacci, c'est ça. D'accord? Bon, je peux même l'exécuter. On va exécuter pour voir. Donc, je définis N à 40, je l'exécute pour voir. On peut observer le temps d'exécution. Voilà. Le temps d'exécution, c'est 833 millisecondes. Et Fibonacci de 40, c'est ça. La valeur de Fibonacci de 40, c'est ça. De toute façon, ça, vous pouvez le vérifier. Hein. OK. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut? Ce code-là, on veut le rendre parallèle. En quoi faisant? Non pas en restrictant notre code, comme on avait fait avec le traitement des boucles forts, mais on va le faire de manière beaucoup plus simple, en s'appuyant sur le compilateur FJComp. Maintenant, la syntaxe, c'est quoi? Donc, j'identifie d'abord la méthode récursive. Fibonacci est une méthode récursive parce que Fibonacci fait appel à elle-même. D'accord? Donc, vous avez Fibonacci de n, donc Fibonacci de n moins 2, plus Fibonacci de n moins 2. D'accord? Donc là, on a identifié la région parallèle. Donc, la région parallèle, potentiellement, c'est ici. Donc, puisqu'on l'a identifié, on va mettre un bloc. On va mettre un forme de bloc. Donc là, on identifie la région parallèle. Qu'est-ce qu'on met? On met task, comme j'avais dit. Il faut mettre des commentaires. Parce que quand je mets des commentaires, ces commentaires ne seront pas reconnus par le compilateur de Java. Donc, ces commentaires seront ignorés. Mais ces commentaires, ou bien cette directive sera interprétée par le compilateur FJComp. Donc, je mets task Q. Ça, c'est la syntaxe. Donc, je mets N thread. Donc, je peux revenir ici pour que vous voyez
Voilà, on avait mis task Q. Et j'avais dit que ça, c'est optionnel, hein, parce que j'ai mis entre constitution optionnel. D'accord? Mais néanmoins, je décide de définir le nombre de trucs. N thread égale à. Bon, puisque moi j'ai 8 cœurs, je dis 8. Bon, si je veux, je peux mettre N égale à 4. Hein. Maintenant, pour le paramètre de performance, il y avait deux options. Donc, soit on utilise cette clause if threshold, on va tester la taille, ou bien la profondeur de récursion. Donc, on va utiliser ici, on va tester la taille. Je dis que if n inférieur à 10, puisque ici n au départ c'est 40. Donc moi, quand je vais subdiviser, quand je fais Fibonacci de 40, c'est Fibonacci de 39 plus Fibonacci de 38. Donc puisque 39 n'est pas inférieur à 10, je poursuis, je subdivise 39. Donc Fibonacci de 39 va donner Fibonacci de 37 plus Fibonacci de 38. Donc puisque 37 et 38 ne sont pas inférieurs à 10, je continue. Donc c'est comme ça que je subdivise jusqu'à obtenir Fibonacci de 10. Donc quand j'ai Fibonacci de 10, je sais que je ne peux pas subdiviser 10. Donc je m'en arrête à 10. Ensuite, j'exécute directement Fibonacci de 10. Le résultat obtenu, après les résultats obtenus seront combinés. Donc c'est comme ça le principe. Maintenant, au niveau de la méthode appelée, donc je mets task. Donc ici aussi, au niveau de la méthode appelée, je mets task. Voilà. Et le tour est joué. En l'espace d'une minute ou bien de quelques secondes, le tour est joué. Alors que si on était là à faire de la programmation parallèle manuelle, ça nous prendrait 30 minutes, 1 heure de temps ou 2 heures de temps, avec toutes les erreurs que ça peut comporter, quoi. Donc ici, en l'espace d'une minute, on a renseigné, on a introduit nos directives de compilation. Maintenant, on va essayer de l'exécuter pour voir ce qu'on va obtenir. D'accord? OK. Alors, donc pour exécuter, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc ici, notre programme Fibonacci.fj, ici, dans notre implémentation, ne va pas se trouver dans ces programmes. D'accord? Donc ici, vous voyez Fibonacci.fj, où est-ce qu'il est? Ici dans FJComp, se trouve dans vous voyez Fibonacci.fj. Maintenant, c'est simple, hein, ce que vous faites. Vous faites clic droit New, Empty File. Bon, je ne sais pas, en tout cas avec NetBeans, avec votre éditeur, certainement, vous avez la possibilité de faire Empty File. OK? Donc, ce que je vais faire, donc j'enlève, je fais le process, je reprends, comme ça, vous voyez. OK? Donc, je vais supprimer ça et le recréer. Comme ça, vous voyez le process de création, quoi. Donc, moi, tout ce que je sais, c'est qu'au départ, j'ai mon FJComp. Donc, j'ai mon Fibonacci.java. Il est là. D'accord? Si je veux, je peux mettre comment on appelle, je peux mettre mes directives ici. De toute façon, en exécutant, il n'y aura pas de souci. Parce que c'est des commentaires, quoi. D'accord? Mais il me faut définir ici. Parce que j'ai décidé de mettre mon FJComp, mon Fibonacci.fj ici, hein, dans FJComp. Voilà. Permettez-moi d'augmenter la taille, c'est un peu petit là. Là, je pense que c'est plus lisible. Hein? Alors, moi, ce que je vais faire, je me place ici, je fais clic droit New, Empty File. Je mets Fibonacci. .fj. Bon, je peux définir en même temps mon extension, quoi. D'accord? Et observez, vous voyez le chemin de Fibonacci.fj, c'est dans Senghor, NetBeans, etc. Donc je valide. Donc au départ, mon Fibonacci.fj est vide. Donc ce que je vais faire, je vais aller récupérer le Fibonacci séquentiel qui est ici. Hein?
D'accord? Donc, je peux copier là. Je copie tout ce qui s'y trouve. Donc, je mets dans Fibonacci.fj. D'accord? Donc, ça, puisque ce n'est pas .java, vous verrez que l'éditeur, il l'interprète pas. Donc, il considère que c'est un fichier texte. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de mise en forme, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, quoi. Donc, je vais mettre fjcomp, le package. Parce qu'ici, le package, c'est fjcomp. Hein? Donc, je mets fjcomp. Donc, c'est tout. Voilà, vous voyez que ici, j'ai mis les directives. D'accord? Task ici. Voilà, c'est tout. D'accord. Maintenant, on va passer à l'exécution. Ici. Donc, vous voyez que mon Fibonacci.fj se trouve ici, dans C, Senghor, NetBeans, parallèle programme, source fjcomp. On peut vérifier. On peut vérifier. Donc, vous voyez mon Fibonacci.fj, il est là. Donc, Fibonacci.fj, il est là, il se trouve. Donc là, on a identifié son emplacement. D'accord? Donc, je me mets dans. Je me mets ici, quoi. D'accord? Ensuite, je vais faire Java moins CP. D'accord? Ici, je vais aller prendre l'emplacement du compilateur. Donc, parce que vous voyez le compilateur, moi je l'ai mis ici. Vous voyez le compilateur.fjcomp.jar. Je l'ai mis dans parallèle programme IABD 2023. Mais il ne se trouve pas dans le même dossier que fjcomp. D'accord? Donc lui il se trouve ici. Attends, je vais l'identifier. Bon, il est là. Donc il se trouve directement dans SRC. D'accord? Donc tout à l'heure, j'avais dit dans la présentation que fjcomp, compiler.fjcomp se trouvait dans tout. Bon, ici dans l'implémentation, ça se trouve, le sommet c'est ici. Hein? D'accord? Maintenant, moi je vais jouer sur. Quand je mets 2 points, je veux dire que je sors de fjcomp. Quand je sors de fjcomp, je me place dans SRC. Et directement, j'ai compilé .fjcomp. J'aurais pu mettre C, Senghor, NetBeans 11, parallèle programme, IABD 2023, mais c'est long, quoi. D'accord? Donc, je mets 2 points. Quand je mets ces 2 points, je sors de fjcomp. Quand je sors de fjcomp, je me trouve dans SRC. Donc, je mets compiler.fjcomp.jar. Ensuite, il faut mettre la classe principale qui est fjcomp compiler.fjcomp. D'accord? Et là, je mets mon fichier Fibonacci. .fj. Donc, tout à l'heure, bon, je vais vider dans parallèle. Normalement, il devrait être géré. Bon, ça, je supprime, je l'avais généré. Comme ça, vous-même, vous allez voir. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de Fibonacci.java ici. Donc, c'est un peu petit, mais ici, il n'y a pas de Fibonacci.java. Il n'y a que Fibonacci.fj. On va voir, quand on va exécuter, est-ce que le fichier Fibonacci.java sera généré? Ok, donc on va exécuter, sauf erreur. Voilà. Lecture du fichier source. Parallélisation réussie, code parallèle. Voilà. Là, il a généré avec succès le code. Maintenant, nous, on va aller vous éditer le code généré. Donc, vous voyez, Fibonacci.java, il est là. Voilà. Donc, vous voyez le code source généré, il est là. Donc, au départ, Fibonacci, c'était bon, à peu près 31 lignes, une trentaine de lignes. Quand on a généré, on a un code d'une centaine de lignes. D'accord. Donc là, c'est pour vous dire, hein, c'est-à-dire, si on devait le faire manuellement, on devrait nous-mêmes rédiger ce code-là, avec les risques d'erreur que ça peut comporter. Donc, alors qu'il suffit juste d'insérer ces directives-là, d'accord, ces directives-là, en quelques secondes, on obtient ce programme. Donc, vous voyez que c'est vraiment
C'est puissant les compilateurs, paralléliseurs, quoi. Maintenant, vous-même pouvez rentrer dans le code. Derrière, vous pouvez apporter des modifications dans le code. Voyez le num_thread égale 8. Parce que j'avais dit ici, j'avais mis n_thread égale 8. Vous voyez? Donc là, il me dit que le nombre de threads, c'est 8. Parce que c'est moi qui l'ai choisi. Alors, on va chercher le paramètre de... Voilà, vous voyez le fn, if n inférieur à 10. If n inférieur à 10. Vous voyez, je l'avais défini ici. If n inférieur à 10. Donc, il apparaît ici. If n inférieur à 10. Donc, quand n est inférieur à 10, ça veut dire que là, on exécute directement. On n'a pas besoin de subdiviser. C'est ce que cela veut dire, quoi. D'accord? Maintenant, vous avez, après le reste, c'est de l'implémentation. Donc, le code, on crée les thread pools, le fork join pool, comme j'avais expliqué tout à l'heure, et les task pools. Et les task fork join plutôt, quoi. Donc, task fork join. Donc, ici, excusez-moi, ici, voilà. Ça va implémenter recursive action. D'accord? Donc, c'est comme un renable, hein, mais de type recursive action. Maintenant, ces recursive actions seront exécutées par les thread pools. Donc, vous avez un ensemble de... Un thread pool, c'est un pool de thread, quoi. Un groupe de thread. Donc, un groupe de thread qui va exécuter un ensemble de tâches de type recursive action. C'est aussi simple que ça. OK? Maintenant, après, on peut exécuter à partir d'ici directement. On n'a pas besoin d'aller en mode ligne de commande. Donc, on va exécuter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Fibonacci de 40, l'exécution séquentielle, cette valeur, c'était cette valeur. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le temps d'exécution est beaucoup plus grand. Parce que quand on exécutait le code séquentiel, bon, ce que j'ai fait, je vais ouvrir alors, qu'est-ce qu'on avait? Fibonacci de 40. Donc, pour le code séquentiel. Donc, valeur, bon, résultat. Égal, on va donner le résultat. Donc, on va exécuter le Fibonacci du code séquentiel. Hein. On va revenir au code séquentiel pour voir. Donc, voyez la valeur, c'est ça. On va relever cette valeur. On va relever le temps d'exécution. Le résultat ici, c'est ça. Le résultat. Maintenant, le temps. 675, d'accord? Donc là, on va dire code séquentiel. Très bien. Maintenant, le code parallèle. Le code parallèle pour Fibonacci de 40 ans. Bah, en principe, on devrait avoir un temps d'exécution meilleur, hein, parce que c'est l'objectif de la parallélisation, et que le résultat aussi doit être le même. D'accord? On va exécuter. Donc, on revient ici au niveau de Fibonacci parallèle. Hein. Donc, on va exécuter pour voir. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour le résultat, c'est la même valeur. Hein? C'est le même résultat. On va relever. Donc, résultat égal. Maintenant, le temps. Le temps. Alors, le temps, on a 14
16, c'est énorme. 14 016, c'est énorme. Comparé au temps séquentiel. Ouais. Donc là, disons, on ne voit pas l'intérêt de paralléliser, puisqu'on a 14 000 ou bien 14 secondes. Quoi. Là, on a moins d'une seconde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous avais dit, il y a ce qu'on appelle le paramètre de performance. Parce que ici, le paramètre de performance est if n inférieur à 10. D'accord? Parce que les données qu'on a découpées sont trop petites. Donc, il y a ce qu'on appelle en programmation parallèle, ce qu'on appelle le fine grain ou le coarse grain, ou bien le parallélisme à gros fin, ou bien le parallélisme à gros grain, à grain fin ou à gros grain. Donc, à grain fin, c'est lorsqu'on découpe en des données de toute petite taille. C'est à grain fin. Ça a ses avantages, hein? Ça a l'avantage quand même d'avoir un équilibrage de charge. Mais ça a l'avantage aussi d'avoir un coût dans la subdivision. Parce que quand on divise en données de petite taille, il faut beaucoup de divisions. Et le fait d'avoir beaucoup de divisions, ça a un surcoût. Vous avez ce qu'on appelle le parallélisme à gros grains. Lorsqu'on a on subdivise en des partitions de taille relativement grandes, quoi. Donc là, le coût de subdivision est moindre parce qu'on ne fait pas beaucoup de subdivision, mais ça n'assure pas forcément l'équilibrage des charges. Bon, c'est un choix à faire. Hein. Bon, nous, ce qu'on va faire, on va jouer sur le paramètre, ce paramètre-là. Donc, au lieu de 10, on va mettre 20. On va mettre 20 pour voir ce que ça donne. Donc, ici, on prend le temps de préciser que on a if, c'est important, if n inférieur à 10. D'accord? Alors, on va reprendre ça. Alors, on a mis if n inférieur à 20. On va exécuter pour voir ce que ça donne. Non, ça commence à être intéressant parce que là, on a 482. Alors que tout à l'heure, on avait 14. Vous voyez? Donc, la cohérence séquentielle est respectée. Donc, on relève ça. Alors, donc le temps d'exécution, c'est 482. Donc, if n inférieur à 20. D'accord? Là, vous voyez que ici, le temps d'exécution parallèle est inférieur au temps d'exécution séquentielle. Parce que là, on joue sur ce paramètre de performance qui permet de définir un peu la taille, quoi, la taille minimale. Donc, on va augmenter à nouveau. Donc, on va mettre if n inférieur à 30 pour voir ce que ça donne. Donc, parce que là, on passe de parallélisme à grain fin au parallélisme à gros grain. Parce que ici, 30 est supérieur à 20, supérieur à 10. D'accord? Alors, quand je mets n inférieur à 30, j'exécute pour voir. Ah ouais, ça devient plus intéressant. D'accord? Donc là, j'ai 251 millisecondes. La cohérence séquentielle est respectée. Donc 251. Attends, je copie ça. Donc là, ça vous montre à quel point ce paramètre est fondamental. 251 millisecondes. D'accord? Donc, inférieur à 30. Alors, si on veut, on peut faire varier en mettant... Bon, puisque au départ, le n c'était 40. Naturellement, on va pas mettre 40, ça n'a pas de sens. D'accord? Parce que 40, on doit subdiviser en données de petite taille. On va mettre 35 pour voir. Donc, si on met 35, on exécute. C'est 231. Donc là, ça ne bouge pas. D'accord? Donc 231. Bon, ça bouge légèrement. Voilà. Donc ça veut dire que nous pouvons porter notre choix sur entre 30 et 35 ans. Donc là, c'est 231. Voilà. Donc ça, c'est essentiel quand même. C'est essentiel. Parce que passer de 14 secondes à 231, 14 000 millisecondes à 231, il y a une différence. Donc, ce paramètre quand même est fondamental. D'accord? Très bien.
Donc là, on en a fini avec Fibonacci. Donc si je veux aussi, je peux intervenir sur le nombre de threads. Donc si je mets 4, donc le programme va s'exécuter sur 4 cœurs. Si je mets 2, ça va s'exécuter sur 2 cœurs, etc. Voilà. Donc on peut à tout moment intervenir puisque le code généré, c'est un code source. Donc à tout moment, on peut intervenir et personnaliser. Hein. Voilà. Donc c'est pas fermé, quoi. Donc, si par exemple, je veux exécuter Fibonacci de 50, je mets ici 50. Voilà. Parce qu'après, je vous enverrai le code. Vous pouvez vous adonner à ce jeu, quoi, après. Donc, après, on va voir l'algorithme de Quicksort. Donc, l'algorithme de Quicksort, c'est un algorithme de tri, hein, parce que, vous savez, il y a plusieurs algorithmes de tri. Vous avez ce qu'on appelle l'algorithme de tri par insertion. Il faut comparer élément par élément, voir si l'élément X ou bien l'élément se trouvant à l'emplacement I est inférieur ou supérieur à l'élément qui se trouve à l'emplacement I plus 1, si tel est le cas, décalé, permuté, etc. Donc, ce qu'on appelle le tri par insertion. Donc, qui a une complexité de taux de n au carré. Par contre, l'algorithme de Quicksort a une complexité de taux de n log de n. D'accord. Donc, d'ailleurs, l'algorithme de Quicksort est l'algorithme de tri le plus rapide. Parce que vous avez l'algorithme de Quicksort, vous avez l'algorithme de Mergesort, vous avez l'algorithme de Heapsort, vous avez tout un tas d'algorithmes de tri. Voilà. Mais l'algorithme de Quicksort est l'algorithme le plus rapide. D'où le terme Quicksort. Maintenant, le principe de base de l'algorithme de Quicksort, c'est quoi? C'est que l'algorithme de Quicksort, on a un ensemble de données, bien de valeurs à trier, quoi. Donc, qui se trouve sur un tableau ou bien sur une liste. D'accord? Donc, je vais éditer le code séquentiel. Vous voyez. D'accord? Déjà, vous voyez que c'est un programme récursif. Parce que vous avez ici séquentiel Quicksort qui est appelé ici. D'accord? Donc, c'est une procédure récursive. Maintenant, le principe de base, c'est quoi? On choisit un pivot. Un pivot. Donc, un pivot, c'est un élément qu'on choisit parmi les différents éléments à trier. Donc, soit on peut décider que le pivot, c'est l'élément qui est le plus à gauche, ou bien le pivot, c'est l'élément qui est le plus à droite, ou bien le pivot, c'est l'élément qui se trouve au milieu, l'élément médian. C'est un choix. Hein? D'accord? C'est un choix. Alors, si on choisit le pivot, donc, une fois qu'on a choisi le pivot, il faut déterminer l'index du pivot. Voilà. Donc, l'index de pivot est déterminé avec partition. Donc, vous avez la procédure partition qui prend le tableau A, c'est le tableau à trier, qui prend l'index à gauche, les bornes, quoi, les bornes du tableau, l'index à gauche et l'index à droite. On est d'accord? Donc, là, vous avez le pivot. Le choix du pivot, c'est ici, on a mis à middle, index de left, right. Donc, on choisit l'élément qui est au milieu. D'accord? Donc, ça, c'est le partitionnement. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a choisi l'élément, et qu'on l'appelle partition, qu'est-ce que fait partition? Partition va récupérer tous les éléments du tableau. Il va comparer. Il va mettre les éléments qui sont inférieurs au pivot à gauche du pivot et les éléments qui sont supérieurs au pivot à droite du pivot. Ensuite, on prend la partition, la portion entre la portion à gauche, ou bien la sous-liste à gauche et la sous-liste à droite. On va appliquer le même principe à la sous-liste à gauche et à la sous-liste à droite. Maintenant, ce qu'on appelle la récursivité, quoi. Maintenant, de fil en aiguille, on va trier définitivement toute la liste. Donc, c'est un peu le principe de Quicksort. Bon, l'objectif, c'est pas trop rentrer dans le détail. Bon, maintenant, vous pouvez, dans la documentation, bien dans les tutos, vous pouvez vous documenter pour voir comment ça fonctionne, quoi. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est à partir d'un code récursif, d'un programme récursif de Quicksort, comment on va le transformer en code parallèle en utilisant notre compilateur. Donc, voilà. Mais le principe de base, c'est ça. Hein? Donc, on choisit un pivot. Maintenant, on prend tous les éléments qui sont inférieurs au pivot, on les classe à gauche. Tous les éléments qui sont supérieurs, on les classe à droite. Ensuite, on prend les deux parties. La partie left est pivot, index pivot, et la partie index pivot plus 1 est right. On applique ce principe au 2
aux deux sous-listes. Maintenant, de fil en aiguille, on a le tableau qui est trié. Alors, nous, ce qu'on va faire ici, on va utiliser le même principe que tout à l'heure. Hein. Donc, on identifie la région parallèle. La région parallèle, c'est ici. C'est là où la procédure récursive est appelée. Hein. Donc, on va mettre task Q, illustrate égale 8. Maintenant, ici, le paramètre de performance, c'est right moins left. Parce que lui, ce qu'il fait, il voit la différence. Disons, ici, la taille, c'est le nombre d'éléments de la liste ou bien de la sous-liste. Parce qu'à chaque fois qu'on partitionne, on obtient des partitions. Donc la partition à gauche et la partition à droite. Maintenant, on va partitionner la partition à gauche pour obtenir des sous-partitions. Jusqu'à ce que sous ces sous-partitions ont un nombre d'éléments qui est inférieur à 10. Bon, si on choisit 10, bon, 10 est petit, on va prendre 1000 ou 10 000, quoi. Puisque là, on va manipuler des tableaux qui contiennent des millions d'éléments, quoi. Donc, parce qu'ici, N, c'est 120 millions. Donc, 120 millions, on va trier un tableau de 120 millions d'éléments, 128 millions d'éléments. Donc, on peut considérer qu'on peut avoir des partitions jusqu'à 10 000, hein, c'est assez raisonnable, voilà. Parce que 10 sera trop petit. Donc, si on considère qu'on a des partitions jusqu'à 10 000, voilà. Donc, lorsque la partition est égale à 10 000, on ne va pas partitionner à nouveau. Donc, on va exécuter le quicksort, on va trier définitivement. D'accord? Une fois qu'on a trié, les autres partitions, si on teste, si on voit que le nombre d'éléments est supérieur à 10 000, on va partitionner à nouveau. Donc, c'est ça le principe de base, quoi. Maintenant, on identifie les méthodes appelées task. D'accord? La méthode appelée, on identifie par task. Voilà. Et c'est tout. Et le tour est joué. Et c'est simple que ça. Donc, ici aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'avais quicksort ici que j'ai supprimé. Sinon, si vous voulez, je vais exécuter le code séquentiel. On va relever le résultat du code séquentiel de Fibonacci. Voilà. Donc là, on va trier 128 millions, un tableau de 128 millions d'éléments. Maintenant, ce tableau sera généré par un random, quoi. Donc, un générateur de valeurs aléatoires. Donc, random générateur, new random 2. Bon, je mets une valeur hein, que je veux. Ensuite, je dis A, le tableau de A, c'est un tableau de 128 millions d'éléments. Et là, je génère les différents éléments. D'accord? Donc, du coup, une fois que j'ai fini de générer, je vais obtenir mon tableau d'entier, quoi. Maintenant, c'est ce tableau d'entier-là qui sera trié. OK? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à... Donc, vous avez l'index à gauche, c'est 0. L'index à droite, c'est A moins length moins 1. Après, on va tester pour voir. Le test QS de A va voir si notre tableau trié, est-ce que le tri est bon. Donc, en quoi faisant, on va tester numbers I et numbers I plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour tester qu'un tableau est trié ou pas, il faut tester les éléments consécutifs. Donc, si je dis que l'élément I, la valeur se trouve à l'index I, est-ce qu'il est supérieur à la valeur qui se trouve à l'index I plus 1? Bien inférieur. Donc, si c'est supérieur, je considère que le tri n'est pas bon, parce que je considère que je trie du plus petit au plus grand. Voilà. Donc, ça, c'est un test pour voir. Est-ce que, puisque nous, on ne peut pas afficher 128 millions d'éléments, on ne peut pas l'afficher. D'accord? Mais il faut qu'on s'assure que notre tri est bon. On va utiliser test. D'accord? On va exécuter pour voir. Donc, on va exécuter pour voir. Donc là, vous voyez au niveau de code séquentiel, ça ne va pas prendre 100%. On va patienter quelques secondes. Donc, ici aussi, on peut relever. Donc, on met Fibonacci. On va mettre quicksort ici. On va relever les différentes valeurs. Quicksort. Ok, alors, quicksort, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, voilà, sequential quicksort execution of array de 120 millions d'éléments. On obtient
26 323 millisecondes. Successful. Donc, successful, ça veut dire que le test, parce que le test ici, vous voyez, donc si le test réussit, c'est successful. Si le tri n'est pas bon, il met fail. Donc, si vous avez successful, ça veut dire que le tri a été fait. Donc, ça veut dire que nous, le programme parallèle de Quicksort, non, plutôt le programme séquentiel de Quicksort, de 128 millions d'éléments. Donc, ce programme s'est exécuté en 26 secondes. Pas mal. Donc, ça montre un peu la puissance de Quicksort. Alors, nous, je relève ça. Donc, on va mettre Quicksort, code séquentiel. Code séquentiel. Donc, Quicksort. Bon, Quicksort de 128 millions. Donc, vous comprenez que c'est 128 millions d'éléments. Donc, résultat. Bon, je vais mettre OK, hein, parce qu'on ne peut pas afficher tous les 120 millions. Maintenant, le temps, voilà, c'est 26 323 millisecondes ou 26 secondes. OK. Très bien. Nous, ce qu'on va faire, on va créer ici Quicksort. Ça a existé, je vais supprimer. On a Quicksort FJ. Je l'avais créé, mais je supprime, comme ça on suit. Donc, je vais mettre New Empty File. Donc, je mets Quicksort.fj. Quicksort.fj. OK, Quicksort.fj. Très bien. Alors, moi, je vais venir au niveau de Quicksort séquentiel. Donc, puisque moi-même, j'avais inséré mes directives de compilation, je les avais déjà insérées, donc je vais copier pour faire simple. Donc, je vais copier Quicksort, je vais coller. Bon, il faut prendre juste le soin de changer. Ici, le paquet c'est FJComp. FJComp. Voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir à ce niveau. On va juste changer ici. Hein. Au lieu de Fibonacci, on met Quicksort. Quicksort. Très bien. Alors, on va exécuter. Voilà. Code parallèle généré avec succès. Donc, on va aller voir notre programme parallèle de Quicksort. Programme parallèle de Quicksort, il est là. Donc, vous voyez, donc ça c'est le code généré. Et vous voyez, j'avais fixé dans le Quicksort, dans les directives n-trit égale 8. Donc, je peux vérifier, est-ce que le nombre de trit c'est 8? Est-ce que le nombre de trit c'est 8? Bon, je peux le vérifier quelque part. Voilà, vous voyez, num trit égale 8. Maintenant, l'expression ici, c'était if right moins left inférieur à 10 000. Hein? Donc, l'expression aussi, je peux le vérifier. Ouais, right moins left inférieur à 10 000. D'accord? Voilà, donc le paramètre de performance, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter pour voir le Quicksort parallèle, ce que ça donne. Bah. Ça, c'est un souci sur la tâche lorsqu'elle est nulle. Bon, je vais jouer sur le... Parce que ici, le problème, c'est que quand, disons, l'erreur que vous avez, c'est au niveau de la taille, il y a, disons, une partition qui a moins de 10 000. Alors, je vais mettre 100 000 pour voir. Je vais mettre 100 000. J'exécute.
Ok. Alors, tout à l'heure, on avait 26, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le temps d'exécution, c'est 10 665 millisecondes. D'accord? On va relever ça. Donc, on va mettre code parallèle de Quicksort. Quicksort parallèle. Quicksort parallèle. Donc, ça, résultat, OK. Maintenant, c'est le temps qui nous intéresse puisque c'est successful. Donc, ça veut dire que le tri s'est fait de manière correcte. Maintenant, le temps, voilà. Bon, là, on voit que le temps est meilleur parce qu'on avait 26 323 millisecondes. Ici, on a 10 665 millisecondes. Donc, avec, il faut relever aussi le threshold. Le threshold, c'est ça. If left moins right inférieur à 100 000. Voilà. Bon, ça, c'est là. Maintenant, on va augmenter notre, comment on appelle, notre paramètre de performance. On va mettre 200 000. D'accord? Donc, si on met 200 000, on exécute pour voir. Voilà, 200 000, vous voyez que le temps diminue. On en a 8 secondes. Hein. Donc ici, c'est successful. Donc ça veut dire que le tri s'est fait correctement. Donc le temps s'améliore. Donc vous voyez que ce paramètre est essentiel. Hein. Ce paramètre de performance est fondamental. OK. Donc ici, on a 8000. Voilà. Donc là, on voit que ça diminue. Donc, on va mettre à 300 000 le paramètre de performance pour voir. Donc, on va mettre. OK. Donc on met à 300 000. Hein. On exécute. Bon, là, c'est à 9 et quelques. Bon, cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre paramètre idéal, on peut aller le chercher entre 200 000 et 300 000, hein, à peu près, quoi. Donc, c'est tout ce que cela veut dire. Mais au moins, on a quand même joué sur les performances pour avoir vraiment les valeurs les plus performantes, quoi. Voilà. D'accord? Mais là, au moins, on est passé de 26 secondes à 9 secondes. Donc, 26 secondes à 9 secondes, on a gagné en termes de temps. D'accord? On est passé de 26 secondes à 9 secondes. C'est un gain non négligeable. Mais si on triait par exemple des tableaux de milliards de données, là on verrait que c'est de l'ordre de peut-être quelques minutes ou voilà. D'accord? Ben déjà 128 millions d'éléments à trier en 26 secondes ou bien en 9 secondes quand c'est parallèle, c'est pas mal. Donc, vous qui faites big data, donc vous avez certainement besoin de. Parce que vous traitez des données de masse. Alors on peut le faire pour merge sort, hein, mais pour merge sort, je vais vous laisser le faire. Merge sort, on peut le faire pour matrix, multiplication de matrice. Bon, je vais vous laisser le faire. Donc c'est le même principe. Hein. Maintenant, je vais peut-être juste mettre une simulation avec le tri. Donc, ce sera visuel. Ça vous permettra un peu de voir un peu, par rapport un peu l'aspect visuel quoi, du traitement parallèle. Donc si on prend un tri, donc un tri ici c'est un programme hein, qui permet d'afficher un arbre. Donc le graphique d'un arbre et qui voit comment l'arbre est construit. Donc depuis les branches, ensuite une branche qui génère d'autres sous-branches, des sous-branches qui génèrent des sous jusqu'à obtenir l'arbre au complet. Hein. Alors bon,
Ce programme, je suis allé le chercher au niveau du site de l'université de, comment on appelle, de Princeton, hein, je pense. Donc, parce qu'après, j'ai cherché le lien et vous le donner. Mais je suis allé recueillir un peu les codes séquentiels, quoi. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir d'un code séquentiel, comment je peux appliquer mon compilateur pour avoir un code parallèle. C'est ça qui m'intéresse, quoi. Mais, parce que l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on cite souvent les sources. Donc, c'est un programme de tri, donc, qui se trouve au niveau de la page de l'université de Princeton. Princeton, si je ne me trompe pas. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, d'identifier les régions parallèles ou bien la région parallèle et d'appliquer mon compilateur. Hein. Donc, le programme de tri séquentiel, il est là. D'accord. Okay. Donc là, je peux identifier ma région parallèle. D'accord. Et identifier les différentes tâches avec task. D'accord. C'est tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, on va exécuter le code séquentiel pour voir ce que ça donne. Voilà, donc le code séquentiel, vous voyez l'arbre au départ, ça a une branche. Ensuite, il y a des sous-branches qui sont construites. Bon, à chaque fois, c'est 3 branches. Hein, parce que bon, je vais vous expliquer pourquoi 3 branches. Donc, vous avez la deuxième branche qui est construite, ensuite les sous-branches, etc. Ici aussi, il y a une branche. Donc, à chaque fois, il y a 3 branches qui vont générer d'autres branches. Quoi. Donc là, c'est l'exécution séquentielle. Donc, il le fait branche par branche. Jusqu'à obtenir les branches terminales. Quoi. Donc là, vous voyez ça, c'est le tronc. Donc, il a fini avec la première branche, avec les ramifications. Il entame la deuxième branche avec les différentes ramifications. Donc, vous voyez ici, il y a une branche, 2 branches, il devrait y avoir une 3e branche ici. Donc, la 3e branche est là. Après, il doit y avoir ici une autre branche ici. Parce qu'il y a une, 2, il reste une branche. Donc, normalement, il doit y avoir une branche ici. Après, les différentes ramifications seront. Vous voyez, donc c'est la 3e branche. Donc, qui à son tour construit aussi les autres branches. Voilà. Vous voyez, donc l'arbre est construit en 144 973 millisecondes, à 144 millisecondes. Donc, si on peut relever si on veut. Donc, le programme de tri. Donc, le programme tri, c'est pas compliqué, hein. C'est le principe de tri, quoi. Maintenant, juste, ils ont appliqué l'aspect visuel en mettant du graphique. Hein. Donc, tri. Donc, code séquentiel. Code séquentiel. Donc, on a obtenu, le temps d'exécution, c'est 144 973. OK. Bon, tri avec les différents paramètres. Donc, OK. Maintenant, on va voir le code parallèle.
Alors, le code parallèle, c'est pour faire simple. C'est le même principe, hein, le code parallèle. Je pense que maintenant, vous comprenez le principe de génération. Alors, moi, je l'avais généré pour aller plus vite. Donc, le code généré est là. Hein. Donc, pour le générer, vous faites tri FJ. D'accord? Donc là, on identifie la région parallèle. Ici, vous voyez que c'est 3 appels. Donc, pourquoi vous avez tout à l'heure à chaque fois 3 branches? C'est parce qu'ici, il y a 3. On fait appel à tri 3 fois. D'accord? On fait appel à. Donc, à chaque fois, vous avez une branche qui génère 3 branches. D'accord? Chaque branche va générer 3 branches. Jusqu'à aller aux différentes branches, aux branches terminales. Donc, si vous faites ça, si on applique le compilateur, on a le code parallèle qui est généré. Donc, en exécutant le code parallèle, on va voir ce que ça donne. Donc, vous voyez qu'au départ, les 3 sont construits en même temps. Là, apparemment, ça va beaucoup plus vite. Parce que sur le code séquentiel, il fallait faire une branche, attendre que la branche génère les différentes branches jusqu'à la branche terminale. Ici, à chaque fois, c'est 3 branches qui sont gérées en même temps, parallèlement. Et voilà. Donc, la construction se fait beaucoup plus rapidement, quoi. On a vraiment envoyé de manière visuelle la différence entre le traitement parallèle. Donc là, vous voyez que le temps d'exécution, c'est à 42 610 millisecondes. Donc ça va beaucoup plus vite. OK? Donc on va relever le code séquentiel. Pas le code séquentiel, le code parallèle de tri. Le code parallèle. Donc le résultat, c'est OK, le temps d'exécution, parce que la cohérence séquentielle est respectée hein, parce qu'on a construit le même arbre. Alors, le temps d'exécution, voilà. Le temps d'exécution, c'est copier. Ah, c'est ça. 42 610. Donc là, vous voyez la différence. Maintenant, après, vous pouvez calculer l'accélération hein, si vous voulez. Mais passer de 144 000 à 42 000, voilà. C'est 3 fois ou 4 fois plus rapide. Donc, on va passer sur l'autre exemple, l'autre simulation, c'est comment on appelle le Plasma Cloud. Donc, ce programme aussi, tout comme le tri, c'est un programme que j'ai récupéré à partir du site de Princeton. Mais j'ai récupéré que le code séquentiel, quoi. D'accord? Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est comment on peut transformer ce code séquentiel en utilisant notre compilateur parallélizeur. Donc, le Plasma Cloud est là, le fonctionnement. Donc, ici, c'est vous avez 4 tâches, 4 appels. D'accord? Donc, sur le tri, on avait trois méthodes appelées. Ici, on a 4 méthodes appelées. Donc, généralement, vous allez rencontrer, disons, le terme multiway récursif. Des fois, vous verrez tout multiway récursif, ou bien tri multiway récursif, ou for multiway récursif. Donc, multiway, c'est plusieurs chemins, quoi. Donc, ici, c'est for multiway récursif. Donc, c'est 4 chemins, quoi. Donc, quand vous avez tri multiway récursif, c'est 3 chemins, etc. Donc, ça veut dire que 4 chemins, le gros problème, on le subdivise en 4 sous-problèmes. Ensuite, chaque sous-problème sera divisé en 4 sous-problèmes, etc. C'est ça le principe, quoi. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On applique task Q. Donc, ici, vous vous concentrez avec moi qu'on n'a pas forcément besoin de préciser le nombre de threads. D'accord. On n'a pas aussi forcément besoin de préciser le nombre le nombre de la taille, quoi. Donc, si on ne le fait pas, il va utiliser maxdep et la valeur par défaut de maxdep sera 1. Donc, tout ce qu'on fait, on met task Q. Et on identifie la région parallèle par task Q. Ensuite, on identifie les différentes tâches. C'est tout ce que l'on fait. Ensuite, ici, le principe de base, on va générer qu'on appelle le Plasma Cloud ici, .fj. Le Plasma Cloud.fj. Il est là. D'accord. Ensuite, on génère, quoi. Donc, puisque je l'avais déjà généré, on va l'exécuter. Donc, le code parallèle est là.
le Plasma Cloud, ouais. Ok, donc moi quand j'exécute, d'abord j'exécute le code séquentiel. Voilà, le code séquentiel est là, donc Plasma Cloud, bon, c'est comme s'il constitue des nuages ou bien en tout cas c'est des jets de couleurs quoi. Donc là, on voit observer bien les carrés. Donc il va construire carré par carré ici. Donc lorsqu'il finit, voilà, il va aborder le deuxième carré, ensuite le troisième, ensuite le quatrième. Parce que souvenez-vous, on avait 4 branches, on avait quatre chemins quoi. Donc chaque chaque carré est un placement quoi. Voilà, très bien. Bon, je vais faire stop. Il a construit en 1 minute 37. 1 minute 37. Donc, on va exécuter le code parallèle pour voir ce que ça donne. Donc, j'exécute. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, on avait le premier carré, deuxième. Là, vous voyez, les quatre carrés sont automatiquement abordés. Donc là, vous voyez le traitement vraiment, que c'est en parallèle. Et ça va, normalement, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc, vous voyez le résultat. C'est fait en 48 secondes. Donc là, vous voyez vraiment l'effet, l'impact de l'utilité de paralléliser, quoi. Donc, et là, vous le voyez de manière visuelle. D'accord? Le comportement, comment l'algorithme est exécuté, voilà. Donc, le comportement récursif et tout, quoi. Donc, il y a d'autres exemples là. Vous avez aussi comment on appelle, le récursif square. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Le récursif square, qu'est-ce qu'il fait? Bon. Il va construire des carrés. Il va colorier les différents carrés, quoi. Plutôt construire des différents carrés. D'accord? Donc là, il va le faire de manière séquentielle. Bon, il va faire carré par carré. Bon, après, ça va prendre du temps, quoi. D'accord? Bon, on va. Donc, vous voyez. Maintenant, quand on va exécuter le code parallèle, vous verrez qu'au lieu que ça, il va utiliser les quatre coins. Et le faire de manière parallèle et beaucoup plus rapide. Donc là, comme ça va prendre du temps, on va interrompre l'exécution. D'accord? Donc pour l'exécution parallèle du récursif, donc là, vous voyez, tout à l'heure, on avait juste le point là. Maintenant, on a les quatre qui démarrent. Et là, le traitement se fait de manière vraiment parallèle. D'accord? Donc tout à l'heure, avec le code séquentiel, on avait juste ce compartiment. Et avec le code parallèle, vous avez les quatre coins, les quatre compartiments qui démarrent en même temps. Et là, ça permet quand même, c'est vraiment ce qu'on appelle le traitement parallèle. D'accord? Bon, on va l'interrompre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment comment on appelle, des algorithmes qui nous permettent d'avoir une vision graphique, quoi. Voilà, bon, de toute façon, je vous enverrai tout ça, tout le package là, tous ces programmes avec le compilateur et tout.
de même que le support de cours, quoi. Voilà, donc sur ce, je termine la session. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Parce que l'heure du Ndogu approche. Les Alpulaar, xam naa commencé nañ yeewu. Sànq ba léegi ñooy doon nelaw quoi. Il y a tout couleur. Allez, Joola. Est-ce que vous avez des questions? Très clair. Ok, excellent. Pour les autres, c'est bon? Bon. Si les autres ne disent rien, je suppose que c'est bon. Ok, très bien. Je vous souhaite à tous un très bon Ndogu. Donc demain, on va poursuivre avec, comment on appelle, demain on va poursuivre. Donc, je pense que demain on a un cours de 8h à midi. Hein. C'est 8h à midi, voilà. Donc on va poursuivre avec les... Je vous avais donné un cas sur le programme parallèle de matrice. Hein. Programme parallèle de hein? Ouais, il y avait l'exercice qu'on corrigeait et la fiche de TD aussi. Bon, de toute façon, ce sera l'occasion d'aborder tout ça demain, Inch'Allah. Voilà. Et s'il y a lieu de faire aussi des programmes, d'autres programmes récursifs, on va le faire aussi. Quoi. Et expliquer en détail aussi l'algorithme de, comment on appelle le compilateur paralléliseur. Quoi. Ok, allez, merci beaucoup. Allez, au revoir. Ok.